Bonsoir tout le monde. J'espère que voilà, tout marche bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un premier live. On aura un deuxième live demain. Donc aujourd'hui, c'est vraiment basé sur les témoignages avec nos anciens de Cluj, du coup, qui ont passé l'EDN en 2023. Demain, du coup, on sera sur une conférence vraiment axée sur la méthodologie. Donc voilà, tout ce qui sera question méthodo, etc., ce sera vraiment demain. Là, aujourd'hui, on va avoir toute leur expérience. Vous pourrez poser des questions si vous voulez aussi un peu plus précis sur la méthode de travail. Mais globalement, voilà, je vais leur poser pas mal de questions. Et après, si vous avez envie d'interagir sur d'autres choses, n'hésitez pas en commentaire et on y répondra à la fin. Voilà, malheureusement, on a Amélie qui ne pourra pas venir, mais on a la chance d'avoir quand même Jean-Vincent et Divi que je vais laisser se présenter. Du coup, moi, c'est Divi. J'étais avec Cluj jusque cette année. Et je suis interne de médecine G à Brest. Et je commence en stage en niveau 1 chez le praticien à Quimperlé. C'est dans le sud Finistère. Voilà. Et je suis originaire de Quimper. Et bonjour à tous, moi c'est Jean-Vincent, du coup, pareil, je viens de finir ma 6e année à Cluj et je suis désormais interne en médecine générale en région parisienne. Je suis actuellement en stage aux urgences de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, pareil en premier semestre du coup d'internat de MedG. Eh bien, super. Alors, tout d'abord, on va démarrer sur des questions axées plutôt parcours. Donc, voilà, quel était votre parcours avant de venir à Cluj? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez tenté en France, etc. Du coup, moi, j'ai fait un bac S classique. J'ai tenté une PACES à Brest et je suis venu directement après ma première PACES. Et j'avais pas eu trop de soucis en arrivant de France, mais c'était plus vers les fins d'année, vers le concours, c'était à nouveau plus dur. Okay. Et de mon côté, du coup, bah, pareil, j'ai fait 2 années de PACES à la fac de Versailles. Ça s'est pas trop mal passé, mais pas assez pour avoir médecine, donc je me suis enfui vers la Roumanie et je regrette pas du tout mon choix. Voilà. Et du coup, après, une fois que vous êtes arrivé à Cluj au niveau premier cycle, donc de la P1 à la D1, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez un rythme de travail plutôt dense? Pas mal de sorties? Est-ce que vous étiez sérieux? Voilà. Qu'est-ce qui était votre méthode de travail à ce moment-là? Moi, du coup, j'étais vraiment un gros branleur qui faisait la fête tout le temps. Après, j'avais quand même des bonnes notes. J'ai eu quelques rattrapages quand même. J'en ai un par an jusqu'en 4e année. Parce que je branlais rien. Il y avait toujours une matière qui passait pas. Mais j'avais pas forcément beaucoup de difficultés. Mais j'étais pas non plus tout le temps très investi. En cours, j'étais investi. Mais à la maison, non, j'étais plus fêtard. Et voilà, jusqu'en D1. Après, à partir de la 4e année, je me suis mis à bosser. Un peu comme Divi, mais seulement moi pour l'année 1 et 2 où je suis quand même pas mal sorti faire la fête. Je pense que la première et deuxième année à Cluj, on a un peu de temps, surtout quand on sort de PACES, on a quand même quelques connaissances qui nous restent. Donc les matières d'anat, biophy, etc., ça se passe un peu mieux. Et du coup, voilà, de la première, deuxième année, je travaillais vite fait pour les examens, mais sinon c'était quand même bien profité. Surtout en sortant de 2 années de PACES compliquées, je pense que les gens ont besoin de décompresser. Et ensuite, il y a eu le Covid. Et là, c'est parti, moi, c'était plutôt en milieu de deuxième année, début de troisième année. Et là, du coup, j'étais un peu enfermé dans ma chambre, mais sauf que je travaillais pas trop. J'étais plus en mode jeu vidéo à fond, série. Je crois que j'ai fini un nombre de séries incalculable pendant cette période. Et donc, pas vraiment sérieux les 3 premières années, franchement. Un peu de sémiologie quand même, histoire d'avoir des bonnes bases. J'essayais quand même d'être un peu sérieux sur mes cours et de les travailler sérieusement quelques jours, semaines avant les examens, mais pas, pas plus que ça, quoi. Et vous Et trouvez je du coup voulais juste votre... rajouter que. Oui, pardon. Je voulais Vas-y, juste rajouter vas-y. que nous, la sémiologie, on l'avait fait tout en ligne. C'était un petit peu galère, donc on n'était pas forcément très investi tout le temps. C'était un peu galère. On a dû reprendre les bases derrière à nouveau. Du coup, je voulais savoir si au niveau méthode de travail, à ce moment-là, à la fin de votre premier cycle, est-ce que vous la trouviez plutôt forgée ou est-ce que vraiment vous avez commencé à la bâtir plutôt sur la 4e année? Moi, ma méthode de travail, je l'ai trouvée en 4e année, mais ouais, je n'avais pas du tout. En fait, les premières années, je bossais vraiment. J'apprenais par cœur les cours, je les relisais une fois et ça passait. Après, non, à partir de la 4e année, c'est là où j'ai découvert ma vraie méthode de travail.
Du coup, de mon côté, j'avais pas vraiment de méthode de travail les 3 premières années, vu qu'il y en avait pas forcément énormément besoin. Mais on avait quand même, je pense que Didier aussi, l'expérience de la PACES avec nos méthodes de travail qui avaient plus ou moins marché. Donc on était quand même rigoureux, on savait qu'il fallait bosser sur ces points-là. Et je pense qu'on avait nos objectifs de rentrer en France, de réussir. Donc on a dû un peu se pencher justement là-dessus et essayer de réfléchir à, ok, bon, bah, je rentre en 4e année, comment je vais faire pour réussir les EDN et avoir 14 sur 20, quel est le plan? Et donc en commençant par ça, je pense qu'on a essayé de trouver, surtout en 4e année, vraiment la méthode de travail, essayer de tester différentes choses, voir un peu ce qui nous permettait d'avoir des bonnes notes sur les plateformes. Mais je pense qu'on ira un peu plus en détail là-dessus un peu plus tard dans la convo. Ouais. Et du coup, voilà, on va parler de la transition du coup, que vous avez faite au début de l'externat. Comment vous avez vécu ce début de transition où il fallait allier à la fois les cours de Cluj, qu'il fallait à la fois aussi voilà, travailler les collèges. Est-ce que vous avez eu des conseils, peut-être aussi d'Amis de France pour cette transition? J'avais un ami justement qui était une année au-dessus, qui était vraiment très 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 doué. Du coup, il m'avait un peu conseillé comment faire. Donc, c'était vraiment faire les. Lui, il faisait beaucoup sur les collèges, surlignés et tout. J'ai fait comme ça mes premiers tours. J'ai toujours fait un premier tour sur les collèges. Puis, j'ai commencé à faire des fiches et j'ai fiché tout le programme en mettant des fiches CNI des ordres, des organigrammes. Bah, c'est des grands arbres avec plein de couleurs. Et après, derrière, je réapprenais cette fiche et j'ai bossé en duo avec une autre de Cluj qui s'appelle Lucie Marangon. On bossait tout, on avait la même méthode, c'est qu'on bossait ensemble à partir de. Je me suis pris un rattrapage mon doc et j'ai commencé à bosser avec elle et j'ai tout bossé à partir de janvier de la 4e année et on faisait tout en duo, on apprenait ensemble à voix haute, à l'oral et après moi le soir je rebossais de mon côté sur les collèges et après finir mes fiches. Okay. De mon côté, du coup, pour la transition un peu 3-4e année, début de l'EDN, début des révisions, j'avoue que j'ai un peu passé en off un peu la fac et je me suis dit vraiment, je me focus sur réussir mes examens en France et réussir les examens en Roumanie, c'était un peu secondaire. Je me disais au pire, j'ai rattrapage, ce sera pas grave. Bon, c'est pas arrivé, mais je me dis au pire, ce sera pas grave. Faut pas que je perde trop de temps là-dessus, même s'il faut que j'en passe un peu quand même pour pas avoir l'air d'un golemon. Ça, c'était le but quand même. Voilà. Et au niveau des conseils, alors je me suis quand même beaucoup renseigné. Franchement, j'ai regardé plein de vidéos YouTube, plein de témoignages de gens qui avaient bien réussi, plein de témoignages de plein de trucs. Franchement, sur plein d'années en mode des top 50, comment est-ce qu'ils ont fait. Je pense que tout le monde est un peu comme ça, à regarder à droite, à gauche, essayer de voir des trucs, mais je pense que parfois, faut pas trop se poser de questions. En fait, faut trouver une méthode, euh, tester, mais pas passer trop de temps à la tester, genre pas plusieurs semaines. Tester, voir que ça marche et juste y aller, quoi. Faut pas trop se poser de questions parce qu'il y en a qui perdent beaucoup de temps en se posant des questions en mode ok, est-ce que je fais ça, ça marche et tout. Et du coup, en fait, ils recommencent plein de méthodes différentes. Il y a un peu la phase lune de miel quand on change en mode ah, énorme, je viens de changer, ça se passe trop bien, mais ça dure 3 jours en fait. Donc ça, c'est pas ouf. Donc faut trouver sa méthode, même si elle est moyenne, même si elle n'est pas optimale, juste faites-la et puis vous posez pas trop de questions, sinon ça fait juste perdre du temps, c'est contre-productif. Sinon, ouais, pareil, j'avais demandé aussi à des externes en France comment ils faisaient chez mes copains, voilà, et les vidéos YouTube et aussi, je pense que aussi sur les groupes Facebook, entraide de CNI, tout ça, il y a plein de témoignages, plein de trucs. Plein de gens qui parlent de ça. Je pense que le site déborde sur Facebook, ça déborde de gens qui posent ces questions. Donc il y a vraiment toutes les réponses de plein d'années différentes. Il y aura de quoi faire. Et puis on va aussi parler un peu de nous aussi. Et du coup, au niveau des modules, parce que voilà, pour repréciser peut-être à ceux qui sont encore en première année, deuxième année, pour des troisième année peut-être qui ne savent pas, à partir de la 4e année, c'est sous forme de modules, donc c'est plus les partiels en fin de semestre, voilà, c'est vraiment toutes les 6 semaines, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Voilà. Et du coup, est-ce que de votre côté, ça n'a pas été trop compliqué d'allier à la fois les collèges sur 6 semaines? Est-ce que vous réussissiez à les finir à chaque fois, les matières liées du coup au module de Cluj? Quand vous les bossiez dans les collèges, est-ce que vous arriviez à finir? Est-ce que des fois vous accumuliez du retard? Comment vous gériez de ce côté-là?
Moi, j'ai jamais trop de retard sur mes livres. Je les ai toujours fait en avance et en général, je faisais une ou deux matières après, en même temps, en rajoutant en plus, par exemple, toutes les matières de sixième année, je les ai doublées en quatrième et cinquième année. J'avais déjà fait toute la psychiatrie dès la quatrième année, et en cinquième année, pendant des modules un peu plus calmes, en chirurgie, notamment en quatrième année, j'avais avancé pas mal de choses. Et par exemple, le dermato, la gynéco, je les faisais l'été ou en hiver. C'était accélération surtout en cinquième année où j'avais tous les livres à finir, que ce soit. Moi, j'étais un vendu des collèges, je les achetais tous pour au final parce que ça me faisait peur de ne pas les avoir lus, alors qu'en fait, les fiches c'est amplement suffisant. Je pense pas que ce soit forcément nécessaire de les faire. Les fiches peuvent être pas mal, mais si on capte vite tous les trucs, c'est pas mal d'avoir les collèges. Non, de ne pas avoir forcément les collèges, de faire juste sur des fiches, c'est très très bien fait, ça fait gagner du temps. Mais s'il y a besoin de vraiment d'un effort de compréhension sur pas mal de choses, ouais, là je conseille d'utiliser les collèges. Et je suis désolé, mais il y a peut-être moyen que ça coupe mon. Je sais plus qu'un pour cent de batterie. Parfait. Pense à toi, Divi. Du coup, attends, ta question, c'était sur. C'était quoi déjà? Oui, comment tu arrivais à bosser voilà, niveau module et collège? Est-ce que tu prenais du retard de temps Ouais. à autre parce que c'est Euh, court, quoi. Bah, déjà, je me disais que en France, en vrai, ils sont tellement compétitifs, ils font un collège par semaine ou toutes les 2 semaines à la fac, c'est leur rythme imposé par la fac. Je sais que dans la plupart des facs parisiennes, ils ont genre des interrogations sur le collège, genre toutes les semaines. Et du coup, en fait, ils détruisent les collèges en une semaine ou deux. Euh, les matières les plus dures, ils les font en 2 semaines. Toutes les autres matières moyennes, ils les font en une semaine. Donc, ils charbonnent. Donc, je pense que faut pas passer 6 semaines sur un collège, quoi. Sinon, on est un peu dans la merde. Ça met un peu trop de temps. Ce que je faisais pas mal, c'était je faisais le collège la première semaine du coup du module. Genre, on était en module de dermato, bah, je faisais une semaine de dermato, histoire d'être chaud en stage. Comme ça, ça entretient un peu les connaissances quand on va en stage ensuite. Et en plus de ça, c'est assez glorifiant de connaître des trucs quand tu arrives en stage et d'être pas trop perdu. Tu peux être un peu utile. Donc ça, c'était surtout ça. Et ensuite, du coup, bah, j'enchaînais avec d'autres matières que je faisais après, peu importe lesquelles, durant ce module-là, et jusqu'aux examens, où là, je faisais une pause la semaine des examens, histoire de réviser les cours des profs en speed. Voilà. Et du coup, spécifiquement sur la quatrième, cinquième année, est-ce que vous arriviez à revoir du coup certains collèges que vous aviez déjà vus ou vraiment vous vous basiez que sur voilà, les modules, disons, et vous avanciez sur la longueur? Moi, je sais que les matières que j'aimais bien et que je trouvais dures, je les refaisais. Neurologie, je l'ai fait deux, trois fois avant d'arriver réellement, mais j'aimais surtout ça. L'infectiologie aussi, J'adore ça, lui. oui, toutes les grosses matières, mais par exemple la gastro que j'aimais pas du tout, à Cluj, j'ai vraiment pas eu le temps de bosser. J'ai pas eu le temps de les refaire, mais c'est pas toutes les matières que j'ai réussi à refaire juste en cinquième année, mais après j'ai tout refait entre l'été entre la 5 et la 6. Ouais. Ouais, en fait, ça dépend de la méthodologie qu'on avait, je pense. Je sais que moi, j'étais plutôt un lecteur rapide, donc j'aimais bien refaire les collèges plus, mais en peu de temps. Je lisais une fois le collège en essayant de comprendre un peu plus lentement, histoire de me faire un peu la base, histoire de comprendre les mécanismes et tout. Et ensuite, je faisais mes propres fiches, inspirées des fiches ECNI, slash fiches Lisa, slash d'autres fiches un peu dispo un peu partout, mais peut-être qu'on sait les questions d'après, je pense. Euh, donc, euh, donc je faisais ça et ensuite je refaisais mes fiches encore et encore au fur et à mesure des QCM, au fur et à mesure des erreurs, etc. Donc en fait ça faisait beaucoup de boucles en fait. Je revoyais beaucoup les collèges sur un peu toutes les matières quoi. Okay. Donc ouais, Et on avait spécifiquement, le temps de refaire plusieurs ouais. fois. Et spécifiquement, du coup, sur vos supports de travail au niveau des cours, donc voilà, les collèges, les fiches, est-ce que vous aviez peut-être d'autres supports, je ne sais pas, comme les KB, notamment aussi pour la LCA, qu'est-ce que vous avez utilisé comme support? Des conférences peut-être aussi? Moi, pas du tout. Les conférences, si j'ai fait les TACFA, moi, je les ai quasiment toutes faites, et même refaites après, réécoutées, parce que j'avais réussi à choper des codes de potes. Je leur ai demandé leurs codes pour aller faire sur leur place. Par exemple, c'était une deuxième année, ils y avaient quand même accès. Donc, deuxième année de médecine en France, et du coup, je leur piquais leurs codes pour faire les TACFA. Et sinon, moi, j'étais principalement sur les collèges, EDN, les fiches EDN, un peu martingale.
Ouais, au niveau des supports, ouais, je faisais. On va commencer par la LCA. J'avais la LCA facile en anglais de Hervé de Villiers, je crois, quelque chose comme ça, qui est incroyable, vraiment, elle est top. Je trouve que c'est le meilleur livre de LCA. Et sinon, j'avais fait aussi le Poly de Paris Descartes sur la LCA, qui est un truc fait par leur prof, qui est vraiment bien aussi. Je pense qu'il est en libre accès, soit sur Google, soit sur les Facebook des entraides. Et j'avais aussi fumé les confs TACFA de LCA. Le soir, quand j'avais pas trop envie de bosser, souvent je regardais une conf en mangeant, un truc comme ça, genre conf TACFA, LCA ou autre matière. Donc voilà pour les supports de LCA et ensuite entraînement de temps en temps. En fin de quatrième année, c'était plutôt la théorie, vite fait quelques articles pour voir à quoi ça ressemblait. Et en cinquième année, du coup, c'était entre 2 et 4 articles par semaine à faire, plutôt 2 au début et vers les 4-5 derniers mois, plutôt 4 par semaine. OK. Et niveau, plateforme d'entraînement, vous étiez sur, quel type de plateforme? Plutôt Hippocampus, DN.fr? C'est vrai qu'on a un peu la compétition, je dirais, entre ces deux supports. Voilà, est-ce que vous utilisiez aussi un petit peu, peut-être aussi, Younes? Peut-être avec des codes de potes, du coup de France, étant donné qu'on n'y a pas accès. Donc voilà, qu'est-ce qui était vos supports? Ouais, moi, mes supports, c'était pour les révisions, c'était après ecni.fr. Bon, maintenant, je trouve que c'est edn.fr. Je faisais les questionnaires et quelques cours dessus, mais ouais. Je sais pas, avec la réforme, pour le coup, Hippocampus est peut-être plus valable. J'ai utilisé l'Hippocampus sur les derniers 6 mois, en plus des EDN, tout ça me faisait de nouvelles questions, qui est un peu plus centré. Et moi, j'ai le rattrapage, du coup, j'ai rebossé après sur Hippocampus et j'ai trouvé les questions beaucoup plus pertinentes que EDN, que SNI.fr. J'ai trouvé vraiment, c'était beaucoup plus dans l'esprit du concours. Peut-être qu'ils se sont améliorés depuis, mais pour le coup, pour nous, je trouve que CNI, c'était un petit peu foiré notre année. Ils n'avaient pas réussi à se mettre à la page. Ouais. Ouais, pour le coup, pareil, j'avais fait un peu comme Divi avec beaucoup de DN.fr, les ancrages dès la quatrième année. Voilà, mais en fait, c'est très technique, c'est hyper pointilleux. Il y a beaucoup de pièges à la con qui arrivent jamais. En fait, faut se dire que le jour J, dans le DN, il n'y a pas de piège en fait. Il n'y a pas de truc en mode ils changent la virgule, il n'y a pas de truc en mode ils te font croire que c'est une autre pathologie. Genre, le but, c'est pas de leur piéger, c'est juste de voir si on sait. Du coup, ils s'amusent pas à faire des trucs de con. Mais EDN.fr, je pense que c'est quand même bien pour ceux qui visent la performance vraiment plus. Essayer de faire un bon classement. Je pense qu'il faut se fumer quand même à eden.fr. J'avais beaucoup aimé moi leur masterclass. Et après, j'avais bien aimé aussi leur nouveau format là, qu'ils avaient sorti. Je pense que c'est un peu complémentaire. Pour le coup, j'aimais bien quand même eden.fr. Ça m'a été bien utile. Je pense qu'il faut en fait, il faut faire les deux quoi. Pour moi, faut y aller sur les deux. Si je devrais en choisir qu'un pour essayer d'avoir 14 sur 20 seulement et valider, je dirais que je dirais Hippocampus qui est quand même hyper réaliste dans ses questions et qui ressemble un peu plus au jour J, qui est un peu moins voilà, dans les petits détails. Mais faut voir si est-ce qu'il y a assez d'entraînement pour tenir 2 ans sur Hippocampus. Je pense qu'il faut un peu les deux pour avoir beaucoup d'entraînement. Et oui, sinon j'avais accès aussi aux fiches UNES et je regardais les fiches LISA aussi, soit avec des codes d'une amie en sage-femme ou ce genre de trucs. J'avais les codes directs en fait. Peu importe qui est en santé en France, il a les codes, donc on peut les emprunter. Et sinon, il y a le fichier en PDF aussi qui est dispo en ligne sur Google. J'avais trouvé ça aussi avant d'avoir les codes. Et ça, c'est un bon support, les fiches LISA, pour aller à l'essentiel sur chaque fiche, en plus des collèges, en plus des fiches que vous allez faire ou que vous allez trouver. OK. Donc maintenant, concernant surtout votre rythme de travail, est-ce que pendant les vacances aussi, vous travaillez ou pas? Ou est-ce que c'était vraiment le moment de pause entre les modules? Ah, Divi est mort, je crois. Ah, c'est la fin pour Divi. Je pense qu'il a plus de batterie, On c'est a l'heure une pour lui belle image. Ah. d'aller au bar, donc force à lui. Bonne bière à lui. Ouais, du coup, c'était par rapport aux vacances, la question. Alors pendant les vacances, moi quatrième année, j'ai jamais travaillé pendant les vacances de la quatrième année. Franchement, je faisais des vraies vacances. Euh, voilà, de toute façon en quatrième année, je bossais d'une manière chill pour être en forme, quoi. J'étais en mode, j'y vais doucement, je fais mes collèges un peu à ma façon, doucement, je fais les collèges du module, plus ou moins un ou deux collèges en rab, histoire de pas prendre trop de retard pour pas être trop sous le jus la cinquième année.
avec du recul, je pense que j'aurais préféré travailler un peu plus en quatrième année, franchement, et travailler et tryhard un peu plus pour essayer d'être moins submergé en vrai en cinquième année quand même par la quantité immense de savoir à avoir pour ce concours. Donc peut-être ouais, un peu plus de ça. Donc peut-être un peu moins de vacances en quatrième année avec du recul. Sinon, entre la 4 et la cinquième année, donc les grandes vacances d'été, j'avais pas beaucoup travaillé non plus, hein. Franchement, je m'étais fait au moins 2 mois de vraies vacances, quoi, et j'avais repris doucement. J'avais fait peut-être 3 ou 4 collèges vraiment chill au bord de la plage, tranquillou, mais avec du recul, je me dis que j'aurais peut-être dû travailler un peu plus et prendre que genre 3 à 4 semaines de vacances max avant d'attaquer quand même une année difficile. Donc finalement, est-ce que ça m'a fait du bien et j'étais en forme pour la cinquième année? Ça, je sais pas, mais bon, ça a pas trop mal marché pour moi, donc c'est ça l'essentiel, on va dire. Donc ouais, et sinon en cinquième année, j'ai pas pris de vacances. En cinquième année, du coup, j'ai fait ouais, j'ai enchaîné d'octobre jusqu'au concours sans prendre de vacances, juste une semaine l'été parce que j'arrivais plus à bosser, donc j'ai dû me mettre en off, mais c'était pas de mon ressort, quoi. Et du coup, concernant après les jours où tu révisais quand même, donc ta journée type, comment elle était? Est-ce que tu avais une organisation type selon les semaines? Est-ce que tu arrivais à suivre aussi les cours, comment tu révisais en fait les cours de Cluj et aussi les collèges? Est-ce que c'était en parallèle? Voilà, Ok. dis-en-nous. Du coup, une semaine type, je pense que la semaine type, elle se compose de stages le matin. Je pense que c'est encore comme ça à Cluj. À partir de la troisième, quatrième année, on est quand même bien pris en stage le matin avec présence obligatoire dans la plupart des stages. Parfois, on peut s'arranger un peu avec la médecin si elle est sympa en disant ouais, bah, je bosse à la maison ou je bosse dans un bureau à l'hôpital et vous me mettez présent pour l'appel. Donc, ce que je faisais, c'est quand même j'allais en stage dès que je devais y aller. Même si je devais pas y aller et que le stage était pas trop mal, ou du moins que je pouvais un peu mettre mes connaissances à l'appui, j'y allais même s'il faisait pas la présence. En vrai, j'ai pas loupé beaucoup de stages, j'aimais bien parce que je trouvais que c'était la médecine, ça prend quand même un peu au lit du malade. Même si on est en Roumanie et qu'on parle pas forcément hyper bien roumain, ça prend quand même là-dedans. Donc j'avais fait ça. Et quand je m'ennuyais en stage, qu'il y avait des blancs, qu'on s'ennuyait, je faisais des QCM en fait. Je me mettais dans un coin et en vrai, bah, je discutais pas avec mes co-externes, même si je les adore, mais juste je faisais mes QCM dans un coin, je faisais mes ancrages de CNI, je faisais un DP si vraiment on allait attendre 25 minutes sans rien faire. Et puis comme ça, j'avais l'impression de moins perdre du temps. Et je pense que c'est important d'optimiser son temps pour pas prendre de retard sur les petits Français, parce que malheureusement, c'est un concours. Si on veut être bien classé, il faut travailler autant que les Français. Et les Français, eux, ils vont en cours une fois dans l'année, en fait, et le reste du temps, ils sont à la BU toute la journée. Voilà. Et niveau plutôt fatigue aussi, comment tu arrivais à gérer tout ça Niveau avec... planning de la journée, ouais, pardon, j'ai fait que le matin là. Du coup, ensuite, le midi, je rentrais manger en speed où j'avais pris mon repas que je faisais réchauffer et je mangeais rapidement le midi. Et ensuite, j'allais à la BU l'après-midi. Soit il y avait un cours qui était obligatoire dans l'après-midi et du coup, je faisais une pause de la BU pour aller au cours. Soit le cours était directement après le stage et du coup, j'allais en cours s'il faisait la présence. S'il faisait pas la présence, j'allais pas en cours. Mais s'il faisait la présence, j'allais en cours. Soit je me mettais au fond. Si je voyais que c'était un cours qui reprenait pas le collège ou un cours pas ouf où le médecin n'était pas forcément très intéressant, juste je me mettais dans le fond où je mettais carrément des boules caisses en soum-soum et je faisais soit mes collèges, soit de l'entraînement, pareil. J'essayais de pas perdre trop de temps. En vrai, j'arrivais parfois à bosser, mais c'était pas très efficace, hein. Franchement, c'est surtout du temps perdu. J'étais vraiment pas très efficace. Et dès que c'était fini, je retournais à la BU jusqu'à 20h30, quelque chose comme ça le soir. Et ensuite, je rentrais manger et petit repas tranquillou avec mes colocs, bien sympathiques. Et ensuite, à 21h, 21h30, je retournais bosser. Soit je finissais genre des masterclass ou des trucs que j'avais pas fini ou des concours blancs que je voulais faire, ça dépendait du soir de la semaine. Il me semble que genre le lundi soir, j'avais réservé ça pour des conférences TACFA. Donc lundi soir, c'était conférence TACFA. Mardi soir, je crois que c'était genre les matières que je détestais. Genre je faisais de la néphro, de l'OFTA, que des trucs hyper chiants que je déteste. Le soir comme ça, mais surtout de la théorie parce que c'était des trucs que je comprenais pas trop. Le mercredi soir, je faisais toujours de la LCA. Donc de 21h à 23h30, je faisais 2 articles de LCA le mercredi soir toute ma cinquième année.
Et genre, ouais, le jeudi, je finissais la matière ou je regardais une conf. Pareil, le vendredi soir, je faisais rien, je crois. Ouais, le vendredi soir, je crois que j'avais mis une pause. Et, et voilà pour la semaine. Ce que je faisais, ce qui était pas mal, je pense, c'est je faisais mon emploi du temps le dimanche soir de toute la semaine. J'avais vu ça pareil dans des méthodes de gens qui faisaient ça, bien classés. Donc le dimanche soir, je me posais, je mettais un peu mes objectifs de la semaine, quelle matière je voulais faire, quelle matière j'avais besoin de faire et quel type d'entraînement j'allais faire. Et je faisais mon emploi du temps, donc je corrélais ça à mon emploi du temps de la fac. Je remplissais vraiment heure et demie par heure et demie, histoire d'avoir des créneaux tout faits. Du coup, je mettais ça sur mon tel, sur Google Agenda, là, et puis j'avais en fait, tout mon déroulé de la journée. Comme ça, j'étais en autopilote, j'avais pas besoin de réfléchir en mode ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Bah ok, j'ai fait une heure et demie de théorie de néphro, bah maintenant je vais faire une heure et demie de DP de néphro, histoire de m'entraîner là-dessus. Et je faisais ça en fait tout le temps, quoi. Ça rythmait vraiment mes journées. Et je faisais. Alors, les 5-6 derniers mois où je commençais à avoir un peu des connaissances, je faisais 2 matières par jour, en gros, globalement, en termes d'entraînement et de trucs comme ça. Et je tournais. Donc, par exemple, je faisais genre le lundi, je faisais cardio et j'associais à la cardio la MPR, une petite matière. Et comme ça, mon lundi était rythmé par la cardio et la MPR. Mais ça, c'était plus l'été quand j'avais pas de cours, quoi. C'était quand j'avais vraiment du temps libre parce que c'est des trucs qui prennent du temps. Et sinon, ce que je faisais en début de 5 et fin de 4, c'était vraiment des semaines à thème, quoi. Une semaine cardio, cardio-pneumo, par exemple, c'était surtout comme ça. Une semaine cardio-pneumo, j'essayais de m'adapter un peu au module de Cluj qui était fait ensemble, histoire de garder un peu l'organisation pour pas travailler forcément des trucs qui n'ont rien à voir. Donc une semaine, ouais, pour 2 collèges, et je faisais mon planning du coup là-dessus, quoi, en m'adaptant à ça. Mais j'avais pas de méthode DJ, j'avais pas de truc où je faisais mes collèges, juste je tournais beaucoup, du coup en fait ça revenait. Et puis en s'entraînant, en fait, ça passe en balai la plupart des items. Donc c'est pas vraiment la méthode DJ, je sais pas si vous connaissez, ou en mode à J1 tu fais ton cours, tu le refais à J3, tu le refais à J7, tu le refais à J15, tu le refais à J45. Et normalement ton cours il rentre dans ta mémoire à long terme. Donc je faisais pas vraiment ça, mais je faisais plus ça d'une manière d'entraînement. Et du coup, bah en fait, je les revoyais à peu près à cette fréquence-là aussi, mais juste c'était pas hyper carré parce qu'en fait, il y a tellement un programme de l'EDN qui est grand que la méthode DJ est difficilement tenable, à part si c'est une méthode que vous maîtrisez hyper bien et que vous êtes hyper efficace avec. Mais quand on n'est pas hyper organisé ou qu'on n'a pas l'habitude de faire cette méthode, c'est difficilement tenable. Voilà pour la méthode, ouais. Ouais. Et du coup, Je faisais quand même plus d'entraînement que de théorie. Et du coup, niveau activité, sortie, est-ce que tu en faisais une fois par mois? Est-ce que tu avais peut-être une soirée vraiment off où tu passais du temps avec tes amis une fois par semaine? Ouais, bah du coup le vendredi soir c'était un peu plus off. Souvent je regardais un film avec les colocs ou on commandait un truc, mais je voulais vraiment pas faire d'excès d'alcool, je voulais vraiment pas faire de soirée en fait, pas de grosses soirées, pas me mettre une mine en boîte ou quoi parce que sinon ça allait être chaud en fait le lendemain et je savais que j'allais pas travailler. Il y en a qui arrivent à encaisser. Je sais que Divi, lui il arrive à faire des grosses soirées et à travailler le lendemain jusqu'à 5 heures du mat. En ayant un rythme un peu décalé, mais j'avoue que moi, c'est pas du tout mon dada, j'arrivais pas à être efficace. Donc, j'avais hand, la CMC hand le dimanche, du coup, dimanche après-midi, donc ça faisait une bonne pause. Et vendredi soir, ouais, soirée de chill, mais vraiment pas d'excès, pas trop de sorties. Et sinon, j'ai essayé de me forcer à faire quand même ouais, 15 minutes de sport par jour, parfois un peu plus. Ça dépendait de mon planning. Pareil, c'était inscrit dans mon planning, hein. J'étais vraiment en mode autopilote. 15 minutes de séance, je sais pas, des séances abdos, Thibaut InShape, des trucs un peu cons, mais ça fait un peu bouger. Et en vrai, il y a plein d'études scientifiques qui montrent que le sport, ça aide à apprendre mieux. Et en vrai, c'est la vérité. Donc, faites du sport en rab, ça vous fera mieux travailler. Voilà. Et sinon, je gardais quand même, franchement, mon dimanche après-midi, je travaillais rarement. J'avais quand même le dimanche matin, souvent, je faisais un concours blanc. Les 5-6 derniers mois, je faisais un concours blanc le dimanche matin que je corrigeais. Et le dimanche après-midi, j'allais au hand, je prenais ma douche et en vrai, mon après-midi, elle était finie, quoi. Et le dimanche soir, je faisais mon planning. Plus je révisais vite fait si j'avais la déterre, mais et voilà, donc plutôt le dimanche après-midi, c'était quand même mon après-midi chill, quoi. Et vendredi soir. Ok. Et du coup, tu étais plutôt travail en groupe ou plutôt travail solo?
Totalement travail solo, moi. Vraiment, vraiment le geek enfermé, soit dans sa chambre, soit à la BU. J'allais surtout à la BU, la petite BU bleue, rue HDU, qui est vraiment, vraiment trop bien, étage 2. Vous mettez devant un PC, vous mettez vos affaires à gauche et vous êtes cloisonné et avec un casque anti-bruit ou de la musique classique. Moi, je recommande. Après, c'est chacun sa méthode. Ça, c'est à vous de voir. Je pense pour les plus jeunes qui nous écoutent, les deuxième, troisième année, vous allez voir un peu là où vous aimez travailler, même pour réviser les cours de la fac, parce que ça demande quand même un peu de travail de temps en temps. Donc ça, vous allez pouvoir voir un peu et trouver. Je sais que Divi, bon, qui nous a quittés malheureusement, paix à son âme, mais lui, il travaillait que en groupe en fait. Ils aimaient bien se poser des questions. Je sais qu'il y en a aussi qui aiment beaucoup expliquer, donc faire beaucoup de théories et expliquer aux autres. Donc il y a un peu toutes les méthodes. Il y en a qui aiment bien changer partout d'endroit, travailler dans leur canapé, ensuite travailler dans leur lit, travailler partout. Ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment de recette miracle en vrai, hein. C'est chacun kiffe. Il y a des gens très bien classés qui travaillent en groupe, il y a des gens très mal classés qui travaillent en groupe et inversement. Donc franchement, faites comme vous voulez. Mais travailler solo, c'est bien. Et du coup, un peu plus focus sur l'été entre la 5e et la 6e année. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent se poser des questions. Qu'est-ce que c'était du coup ton planning de révision à ce moment-là de manière plus spécifique? Est-ce que tu as ciblé surtout quelques matières au départ, puis après d'autres matières sur la fin? Voilà, comment tu as fait les choses? Ok. Alors, moi, comme je disais tout à l'heure, je suis vraiment un lecteur rapide. J'enchaînais beaucoup les matières. C'est pas forcément quelque chose que les gens font. Il y en a pas forcément tout le monde aime faire ça. Mais du coup, en fait, je faisais des tours en un mois et demi. En fait, j'avais fait un tour de toutes les matières. Et du coup, l'été, je faisais des cycles de un mois et demi. Et à la fin, en fait, j'allais de plus en plus vite. Ce qui m'a permis, en fait, parce qu'en fait, j'affine mes fiches. Je note mes erreurs dans mes fiches une fois que je fais mes QCM. J'avance, en gros, mes fiches sont de plus en plus condensées et il y a de plus en plus d'informations dessus. Et en fait, quand je relis une fiche, je fais un item. Donc mes fiches, ça va vite en fait. Donc quand je suis en mode révision, du coup, genre les dernières semaines, quelques mois avant, je faisais des tours complets du programme en 2 semaines et demie, 3 semaines, juste pour relire un peu les trucs difficiles et en même temps, je m'entraînais. Donc ça me prenait en gros 35% du temps. Je refaisais mes fiches en speed. Mais c'est pas forcément une méthode qui marche pour tout le monde, c'est pas forcément la meilleure méthode. Je sais qu'il y en a beaucoup de clouges qui ont réussi aussi, qui étaient un peu plus lents. Il y en a qui finissent même pas le programme en fait et qui passent 3 semaines sur un collège. Mais une fois qu'ils ont fini ce collège, en fait, ils le maîtrisent bien, ils ont compris toutes les notions et ils avancent en fait comme ça. Donc ils font 3 semaines un collège, donc ils travaillent pendant 2 ans. Ils ont quasiment, si ça se trouve, il leur manque des matières. Il y en a qui réussissent bien au concours, mais il leur manque une ou deux matières qu'ils n'ont pas eu le temps de bien faire. Et juste, c'est des lecteurs lents, donc ils passent 3 semaines à faire le collège et ensuite ils font des QCM et ils maîtrisent le collège. Donc je pense que par rapport à ça, au cycle un peu de faire le tour du programme, c'est hyper personnel en fait. Il n'y a pas vraiment de recette, comme je disais. Sinon, plus par rapport aux journées type, donc là on va parler un peu plus spécifiquement de l'été, c'est ça, plutôt Ouais. les 3-4 mois avant. Euh, donc c'est quand même une période difficile, franchement, mentalement, c'est un peu dur. Surtout que nous, on avait des problèmes administratifs. Normalement, vous, ça ne se produira pas. Et je crois que ça ne s'est pas produit pour les 6e années actuelles à Cluj. Donc pas de souci pour ça. Mais nous, il y avait ça. C'était vraiment une galère sans nom. Plus bosser. C'était chaud. Du coup, j'ai dû prendre une semaine de vacances fin juillet. Enfin, voilà, je suis resté dans ma chambre à regarder des séries, quoi, parce que je n'arrivais pas à bosser. Et sinon, les journées types, bah, c'est un peu comme je décrivais. Donc, pareil que en fait, pendant l'année, hein, j'ai pas vraiment changé, juste que je travaillais plus parce que j'avais plus de temps, vu qu'il n'y avait pas les cours à la fac qui m'empêchaient de prendre, ni les stages qui me faisaient perdre du temps. J'avais fait un stage un peu planque l'été où je travaillais pas trop, où on me laissait un peu tranquille. Comme ça fait pas perdre de temps, mais je sais que vous, ils ont switché et du coup, vous pouvez le faire pendant l'année. Donc ça, heureusement, franchement, c'est top. Mais nous, on a dû se taper le stage d'un mois quand même, juste avant les EDN. C'était pas ouf en termes de rentabilité de temps. Et du coup, bah, semaine type, pareil, je gardais ma structure. Sauf que le matin, je faisais tout le temps genre une masterclass. Ensuite, je la corrigeais. Ensuite, je revoyais les items de la matière du masterclass qui me correspondait pas. Ensuite, je faisais hippocampus sur la matière et je faisais 2 matières par jour et je tournais du coup tous les jours. Et du coup, c'est pour ça qu'en 2 semaines et demie, 3 semaines, j'arrive à faire le tour du programme grâce à ça. Et voilà, beaucoup d'entraînement quand même. Du coup, une matinée, je commençais à 7h30, 7h45.
voilà, 7h30, je prends mon petit déj, 7h45, 8h, je commence par me réveiller par un petit QCM, parce que je pense que commencer de la théorie au réveil, c'est pas ouf. Petit QCM, petite théorie, et voilà quoi, l'organisation était pareille, par créneau d'1h30. J'aimais bien travailler par créneau d'1h30, coupé par pas forcément des pauses, mais 2 minutes, histoire de souffler et de switcher. Faites attention à vos pauses aussi, c'est un conseil qu'on m'avait pas mal donné. Parfois, on a tendance à faire des pauses, genre on se dit ok, 5 minutes, mais en vrai, faites des pauses chronométrées. Genre, en vrai, ça paraît un peu psychopathe et tout de faire ça, mais si on chronomètre pas ses pauses, en fait, on fait forcément plus, parce que l'être humain, il est faible, on pense qu'à une chose, c'est glander. Et du coup, genre, si on se met pas des limites, des barrières mentales, et bah, on va dépasser. Et 5 minutes de plus, plus 5 minutes de plus tous les jours, bah, en fait, à la fin, bah, vous avez perdu 2 semaines de travail comparé à un autre. Et vous n'allez pas valider les rangs A à 13,8 parce que vous avez pris 10 minutes de plus. En vrai, c'est un peu extrême ce que je dis, mais c'est un peu l'esprit quoi, du truc. Quoi. Faut vraiment faire gaffe. Ça demande d'être hyper consciencieux quand même de réussir ce concours. Ça demande beaucoup de travail. Et puis le niveau est hyper élevé en fait. Et c'est quand même assez dur d'avoir 14. Quand on voit que là, il y a un peu plus de 15%, je crois, des Français qui sont au rattrapage. Enfin, faut vous dire que les mecs, c'est des machines de guerre, les Français. Ils ont réussi la PACES. Et en plus de ça, après, ils arrivent et ils n'ont pas 14 sur 20. Enfin, nous qui venons de Cluj, qui avons les cours en plus, qui avons les stages en plus, qui n'avons pas de temps, qui devons bouger dans la ville et tout pour aller en cours obligatoire où on apprend les recommandations anglaises, sauf que nous, on met les recommandations anglaises à un QCM, bah, on est niqué en fait, et c'est pareil à l'EDN. Donc ça fait perdre beaucoup de temps, donc faut travailler d'autant plus pour réussir, mais c'est faisable. Après, avoir des SP compliqués, c'est vraiment difficile. Je pense qu'il faut avoir une méthode de travail déjà trouvée. Il faut être déjà quelqu'un de brillant. En vrai, il faut être quelqu'un qui travaille ou d'être extrêmement motivé, s'y mettre dès la troisième, quatrième année à fond. Et puis là, je pense que vous pourrez réussir à toucher la moitié du classement, mais faire top 1000 en venant de Cluj, je pense que malheureusement, il faut un peu oublier, quoi, à moins d'être vraiment un génie. Mais vous arriverez à faire moitié de promo sans souci, hein. Si vous travaillez dur, moitié de promo, ça se vise. C'est dur, faire top 5000, top 4000, et c'est dur, mais ça peut se faire. Vous aurez accès à quelques spé, mais voilà, faut travailler dur, mais ça vaut le coup, franchement. On est bien formé après. Là, franchement, je suis hyper content. Je suis en stage d'urgence, ça se passe hyper bien. Je me dis que voilà, le travail paye. Finalement, on n'est pas si perdu que ça, même en venant de Cluj. Et je pense que c'est notamment aussi grâce au fait que j'ai travaillé les EDN et que j'ai pas travaillé que la fac, quoi, parce que c'est un peu léger pour être pas trop perdu en stage. Voilà, Et pardon, du je coup, me suis un peu étalé. non, mais ça c'est très bien. Et du coup, après, octobre, tu as passé la partie écrite. Donc après, du Ouais, coup, est-ce que tu as eu ton classement à ce moment-là? Qu'est-ce que ça a donné? exactement. Du coup, en octobre, on a eu la partie écrite. Tu veux peut-être qu'on parle un peu plus du jour J ou c'est peut-être plus tard Ouais, ça? ouais, tu peux parler de la partie écrite, Ok. comment tu l'as vécu? Du Est-ce que oui, coup, le classement? moi, c'était horrible. J'étais malade comme un chien. C'était un enfer. J'étais hyper stressé. J'avais essayé de faire un peu de la visualisation en mode du moment et tout, des trucs de respiration et tout, mais ça marchait pas trop sur moi. Euh, donc ça, c'était chaud. J'étais vraiment malade de fou. J'allais aux toilettes toutes les 5 minutes. C'était un enfer. Mais voilà, c'est parce que je pense que personnalité un peu anxieuse. Je sais pas, c'est pas tout le monde pareil, mais je pense qu'il y en a quand même pas mal qui sont pas bien. Donc on est un peu tous dans le même bateau, on va dire ça. Donc ça, c'était un peu chaud. Les premiers jours, c'était quand même vraiment fatigant. Moi, vu que j'avais du mal en néphro et en ophta, c'est le week-end d'avant, en fait, j'ai fait que ça. Parce que je voulais que ce soit en mémoire court terme, parce que vraiment, j'avais la flemme de comprendre cette matière, j'y arrivais pas. Donc, je voulais que ce soit en mémoire court terme, et je pense que ça m'a été plutôt utile de faire ça. Je pense que c'est une méthode qui peut marcher, ou sinon, il y en a beaucoup qui sont des cahiers d'erreurs. J'avais ça aussi, les cahiers d'erreurs qu'on fait de manière souvent, sur des annales, des trucs qui tombent beaucoup. Ça permet de, voilà, les jours avant le concours, relire ces carnets d'erreurs, relire les items qui tombent souvent, relire les trucs en termes de probabilité qui vont le plus tomber. Ça, c'est important, parce que si vous n'avez pas les points dans les trucs qui tombent le plus, c'est les trucs les plus faciles, genre les SCA, les ECG, les trucs qui tombent pas actuellement au concours parce qu'ils se disent qu'en fait tout le monde maîtrise, du coup ils vont pas faire tomber ça, ça va servir à rien. Mais si ça tombe et que vous n'avez pas les points, bah en fait c'est chaud, quoi. Donc il faut vraiment avoir les points là-dessus.
et être consciencieux dans son travail et de revoir les trucs qui tombent le plus aussi. Pour revenir un peu au jour J, moi du coup j'étais affecté à la fac de Nice. Ce qui était top, c'est qu'il y avait il y a un vol direct Cluj-Nice qui était hyper pratique. Du coup, j'ai pu le prendre pour les Écosses blancs, pour les Écosses et pour les EDN, je crois. Ou peut-être que non, j'étais descendu en train parce qu'il n'y avait pas encore, enfin c'était fermé. Bon, bref, on s'en fout. Et, sur les 3 jours, ouais, j'avais un appart du coup à Nice, un Airbnb. J'avais mes parents avec moi, donc ça c'était sympa, ça permettait quand même de se détendre un peu le soir, d'aller au resto et tout, et d'être pas solo. Mais c'est pas forcément une nécessité, être solo aussi c'est pas plus mal quand on est un peu dans la galère comme ça. Voilà. Au niveau des épreuves, de mon souvenir, bah, à part que j'étais mal, en vrai les épreuves étaient bien. Enfin franchement moi j'étais ressorti en mode ok en vrai bah, il n'y avait pas de piège, j'ai fait des erreurs connes mais tout le monde se dit ça en sortant et ça arrive à tout le monde. Mais j'ai trouvé le concours qui était intelligent, les trucs étaient bien tournés. Enfin, c'est vraiment, on sent que c'est quand même travaillé, même s'il y a toujours une ou deux petites questions un peu marrantes où tout le monde fait des mèmes ensuite sur Panique CNI. Mais en vrai, c'était bien, les QCM étaient bien. La LCA était un peu bizarre. Je pense que c'est un peu la tendance là qu'ils ont ces dernières années à faire des LCA un peu chelous. Donc ça n'a pas très bien marché, je pense, pour moi en LCA, même si on n'a pas la note. Et suite à ça, du coup, j'ai fini classé, je crois, 6400, quelque chose comme ça, sur 8100, je crois, on était, ou même un peu plus, on était peut-être 8300, je ne sais plus, parce qu'il y avait pas encore les rattrapages et tout ça. Donc voilà, j'étais un peu déçu de moi, parce que je pensais faire un peu mieux, mais voilà, c'était quand même OK, quoi. C'était la teuf. Oh, Bon, le bah, c'est retour mieux du Max. que faire du vie. Ça va, Divi? Désolé, j'ai réussi à récupérer un peu de batterie, j'ai réussi à mettre ça à charger. Bien Bon, bah, joué. merci à toi. Donc Si là, vous on parlait avez surtout d'autres sur le questions, du focus coup, sixième année. je sais pas où vous êtes. Ouais, on parle focus surtout sixième année et début de concours. Donc toi, où est-ce que tu as passé ta partie écrite en octobre? Comment ça s'est passé pour toi? Voilà, dis-nous-en là-dessus. Euh, ok. Ben moi, j'ai passé du coup à Rouen. J'avais demandé camp de base. On avait demandé à 3 camps. On n'a été que 2. Donc, c'était quand même pas mal. On était accompagnés à 2. Donc, c'était vraiment pas mal. C'était bien passé. L'organisation à Rouen était pas mal. Moi, moi, j'étais au rattrapage. Du coup, j'ai eu 12,5 au lieu des 14. Du coup, j'ai dû rebosser à nouveau jusqu'en janvier. J'ai eu 2 semaines de mou. C'est pas maintenant, genre, c'est pas la mort d'aller au rattrapage. C'est pas on sait qu'on sera dans la fin, mais en règle générale, ça va passer. J'avais quand même refait tout le programme jusque-là. Et j'avais eu 2 semaines de mou et je m'étais bien remis à bosser juste après le week-end du 1er décembre, à cette période il y a un an. Et j'avais bossé à fond, refait tout le programme et ça avait fait. J'ai eu 15,5 au rattrapage, donc c'était plutôt accessible. Je pense pas qu'ils aient remonté forcément les notes. La difficulté était pas. En fait, le rattrapage, c'était un examen très logique comparé à ceux d'octobre qui était un peu plus, qui allait un peu plus dans les coins. Mais du coup, c'était que des questions logiques et c'était pas la mort. Voilà. Ok. Et tu as fait quel classement du coup à la fin de l'écrit, une fois les rattrapages passés? Du coup, j'ai été 7440, autour des 7400, ça varie entre 7300 et 7450. C'était ça mes variations. Un de mes pires classements, c'était médecine générale, mais c'était bon quand même, ça passait. Ok, mais je vais peut-être te poser la question quand même parce que je sais qu'il y a beaucoup de cinquième année qui sont là en train de nous regarder, même si on revient un petit peu en arrière. Comment tu as bossé du coup durant ces vacances d'été entre la cinquième année et la sixième année? Est-ce que tu avais voilà, une méthode particulière pour planifier un peu les révisions? Est-ce que tu as fait beaucoup de tours de matière? Voilà, niveau entraînement, qu'est-ce que tu as fait? Du coup, jusqu'en fin juillet, j'étais aux urgences. Du coup, c'était mon dernier livre à faire. J'ai fini par le finir très tardivement. C'est le dernier qui me restait à faire. Il y a beaucoup de monde qui l'a bien aimé, le livre d'urgence. Moi, je l'ai pas trop aimé. Je sais que j'y vais, il a pas mal kiffé. Moi, je l'ai pas trouvé incroyable.
Et du coup, après tout le mois d'août, août-septembre, j'ai réussi à faire 2 tours du programme. Et en fait, ce que je faisais, c'est j'ai bossé aussi avec ma collègue en visio. Elle bossait pas le matin, elle bossait pas l'après-midi, pardon. Du coup, le matin, on refaisait tout le programme. Et l'après-midi, je faisais des annales et je suis remontée jusqu'à 2016. J'avais fait tous les annales. Je faisais une demi-épreuve par jour. Et les jours où j'avais pas ça, je faisais la LCA. Okay. Et du coup, j'étais à 2 séances de LCA par semaine, qui n'est pas du tout suffisant. Mais c'est pas une épreuve qui m'intéressait du tout. Je trouvais pas ça très intéressant. Mais mine que rien, ça m'a appris pas mal, même pour la thèse et tout. Je trouve qu'on a un regard un peu plus critique. On ne dirait pas parce qu'on c'est vraiment barbant. Je trouve d'apprendre de base. Mais après, c'est plus facile du coup d'aller retrouver les informations. Là, même là, je lis un livre, pas de LCA. Ouais, c'est une nouvelle épreuve qui est quand même qui a 10 ans, mais qui change comparé à qui est vraiment pas mal. Même j'en ai discuté avec mes maîtres de stage là, et c'est quelque chose que les anciens médecins n'ont pas forcément un regard critique sur les études qu'ils sortent ou quand les laboratoires viennent présenter des choses. Comme il y aura quand même pas, je pensais pas, mais il y a un gros milieu du laboratoire en médecine générale. Faut pas se laisser avoir. Du coup, c'est très important, je pense, d'avoir des bases. Et là, par exemple, j'ai repris un livre de recherche de LCA. Ça s'appelle pas LCA, mais c'est de la recherche. C'est le même principe et en plus détaillé que la LCA, mais ça viendra. C'est pour l'aide à la thèse et tout. C'est pas mal. Mais et la thèse de Cluj, la thèse de licence, aide vraiment bien. Aide vraiment bien à se mettre dans la recherche. Donc même pour après, c'est en pratique. Ouais, je vais rebondir là-dessus après durant la thèse. Donc, du coup, vous avez terminé à ce moment-là votre partie écrite. Donc, vous aviez à la fois la thèse à travailler et aussi les écos. Donc, comment vous avez vécu les choses? Voilà, comment vous vous êtes organisé pour concilier les deux? Du coup, moi j'avais déjà fait mon sujet, je l'ai complètement changé en début janvier de cette année. J'avais pas du tout bossé ma partie générale, j'ai absolument rien foutu. J'avais une prof, j'étais avec Sabine, la prof de pharmaco, et j'avais un sujet qui était un petit peu de pointe, dans le sens c'était une étude, une revue systématique. Franchement, si vous faites les échos, c'est ça et tout, ça sert à rien d'aller se battre, aller à l'hôpital faire des études cas témoins. C'est un peu trop galère, ça prend du temps alors qu'une revue systématique, tu peux faire tout seul à la maison, trouver un prof qui est pas chiant, qui laisse tout faire. Et moi, elle m'a pas cassé les pieds. J'ai fait du coup après les rattrapages, on a eu les examens à Cluj en revenant. Après, on a eu les vacances et pendant ces vacances-là, j'ai fait toute la partie théorique, la première partie, la partie générale. Et j'ai fait après les échos la deuxième partie. C'était amplement suffisant. Je pense qu'au total, j'ai dû bosser 4 semaines pour la faire. Okay. Et ils n'étaient pas mécontents du travail que j'avais fourni au final, parce que c'était un sujet qui me passionnait, donc ça ne me dérangeait pas de le faire. Ah oui, et avec les échos, c'était quand même c'était largement le temps après les échos de s'en occuper. Mais pour ça, il ne fallait pas avoir un prof qui voulait trop aller dans les détails ou demander beaucoup de corrections, surtout qu'ils ne répondent pas beaucoup. C'est ça, il faut un prof tranquille qui accepte de le faire à la fin, quoi, histoire de ne pas perdre trop de temps avant les échos, parce que franchement, on n'a pas trop le time, quoi. Mais ça se négocie très facilement avec les profs. Il faut juste cash d'entrée et leur dire je vais rien me branler jusqu'à la 6e année. Je vais pas foutre grand chose non plus en 6e année. Et ce sera à la fin. On va torcher ça ensemble à la fin. Exactement. On était tous en thèse. On avait tous ceux qui passaient pas les échos qui étaient en mode j'ai fini, je galère, j'ai fini, j'ai galère. Et nous, on n'avait pas commencé. Nous, on était vraiment. Mais finalement, on a réussi. Hein. Mais c'est vrai que c'était quand même un peu stressant, franchement. En vrai, un peu, mais ça va. Vous l'avez fini dans les temps ou vous l'avez même fini après les échos? Oui, on a pu finir dans les temps. La date limite, c'était début juillet, un truc comme ça, je crois. Ouais. Le 10. Ouais, voilà. On a pu le finir dans les temps, mais je l'ai fait début juillet, quoi. Et du coup, concernant les échos, comment vous vous êtes préparé aux échos avec les différentes plateformes? Est-ce que vous avez bossé plutôt en groupe, quand même toujours en solo, peut-être encore de ton côté JV? Voilà, comment vous avez vécu la chose? Moi, j'ai du coup rebossé avec ma collègue, avec ma pote Lucie, et on a tout fait ensemble. On a fait tous les SDD de la martingale, on a fait tout le livre, j'ai oublié comment il s'appelle. T'as dû bosser sur le même. En fait, on a fait quasiment tous les mêmes livres. Normalement, il y a accès facilement à les avoir en PDF. Pas très légal, mais on se les refilait tous.
Et, Ouais. et moi j'ai vraiment commencé. Est-ce que tu veux que je parle aussi de comment je les ai bossés ou tu veux juste les Ouais, scores? vas-y, vas-y. Ah ouais, vas-y. Du coup, nous, on a refait un tour avec ma pote en mois de mars. On a refait tout le tour du programme et on en faisait quelques-unes. On en faisait 2-3 par jour, même pas. 2-3 par jour. On a quand même bien profité au mois de mars. Tous les week-ends, on était en free, on faisait la fête. Et au mois d'avril, on a bossé à fond. On a bossé à fond. Tous les échos sont pensés ça de 8h du matin jusqu'à 20h et on les a toutes fait. On n'avait pas vraiment d'ordre, c'était vraiment aléatoire, on cochait. Ma pote n'était pas du tout organisée, du coup c'est moi qui organisais tout le programme et qui avait tout réparti. Par exemple 3 items de rhumato ce jour-là, 2 items, on faisait par matière. Et on faisait 3 matières en alternance dans la même semaine et on arrivait très facilement. Les livres, il n'y en a pas beaucoup d'encore de support. J'ai trouvé que les bots, les chat GPT de EDN et Hippocampus étaient un peu foireuses pour nous encore. J'ai pas trop aimé, mais peut-être qu'ils vont s'améliorer. Je sais pas du tout. Ouais, du coup pour les Écosses, j'ai commencé à travailler genre en février, j'ai repris un peu la théorie. Je m'y suis remis un peu tard, je pense que le mieux c'est de s'y reprendre en décembre, ou ceux qui ont des rattrapages du coup, ce qui est bien c'est comment ça les force un peu à refaire de la théorie et du coup d'arriver chaud pour les Écosses. Ouais, on n'avait pas eu trop de mal nous de ce côté-là, vu qu'on était... En fait, on s'est jamais arrêté en 6e année, on n'a jamais arrêté de bosser. Donc c'était quand même... ça restait frais dans la tête avec le rattrapage. Ça permet d'avoir un truc pour se motiver en vrai, franchement c'est pas plus mal parfois. Et du coup, les Écosses, surtout à partir de fin mars, on a eu les Écosses blancs qu'on devait faire en présentiel, nous, vu que c'était un test national pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Donc ça, c'était un peu la découverte des Écosses. Et en vrai, les Écosses, c'est trop bien. Genre vraiment, je vais faire la pub, mais je trouve ça trop chouette, les Écosses. Hyper utile, hyper formateur, hyper pratique. C'est vraiment un super entraînement pour vous en tant que futur médecin. C'est vraiment une chance de fou d'avoir ça à l'examen, même si c'est un peu foireux en termes d'égalité des chances, en termes de classement, en termes de voilà, mais d'un point de vue purement pas compétitif, mais juste être un bon médecin et bien réussir, les Écosses, c'est trop bien. Donc, faut bien les bosser et tout. De toute façon, vous allez prendre du plaisir à les bosser, je pense, après les années de souffrance à travailler la théorie pour cocher des QCM un peu nuls. Bah, là, c'est de la vraie médecine, quoi. C'est de la vraie médecine avec des vrais cas cliniques qu'on a l'impression de gérer nous-mêmes et ça, c'est top. Et du coup, en termes de méthodo, faut se mettre par binôme. C'est un peu dur de travailler les Écosses en solo. C'est même vraiment compliqué. J'ai vu qu'il y en a qui faisaient un peu devant leur miroir et tout, mais en vrai, c'est un truc qui se fait à deux ou trois. Donc, trouvez-vous un binôme, que ce soit en France, que ce soit par visio, que ce soit des gens à Cluj. Le mieux, c'est des gens à Cluj, quand même, histoire d'être en présentiel le plus possible. Et dès que vous avez du temps libre, bah, vous faites juste des Écosses, des sujets d'Écosse. Nous, on utilisait pas mal Ecosim à Cluj, qui est une plateforme qui était vraiment bien. Je pense qu'elle l'est encore. Ils ont dû augmenter leurs conseils. Donc, c'est ecosim.fr. C'est un site. C'est vraiment pas cher. On avait payé, je crois, 10-15 euros pour les 4 mois. Et vraiment beaucoup d'Écosses de qualité qui sont bien faites, bien formées, avec une bonne grille de correction, qui sont à faire à deux toujours. Voilà. Après le site, et nous, quand on l'a fait, il y avait pas mal de situations cliniques, mais il n'y en avait pas assez. Je pense qu'ils vont Ouais. vraiment renflouer Ouais. leur caisse. Et pour le coup, je pense que ce sera un très très bon site par rapport à ça, parce que c'est pas des bots, c'est pas des questions-réponses face à quelqu'un, c'est vraiment des mises en situation clinique. Et on peut les faire. Nous, on les faisait en duo, par contre. Et on faisait vraiment à deux, c'était vraiment pratique. Je rebondis juste 2 ou 3. Moi, je trouvais que ça faisait beaucoup de bosser à 3 les échos quand même. Ouais. 2, c'est vraiment le Ouais, c'est toujours mieux à deux. C'est toujours mieux à deux. Faut vraiment bosser qu'en duo. Un qui corrige et l'autre qui fait, en fait. Et ensuite, vous prenez la correction ensemble à la fin. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est le plus efficace pour pas perdre trop de temps. Et le mieux, je dirais même, moi j'avais de la chance, du coup, avec ma copine, on faisait des Écosses tous les soirs. Donc, je l'appelais en visio et je faisais mes Écosses et du coup, j'en enchaînais plein à la suite et on les corrigeait ensemble. Et pour le coup, ça, c'était vraiment une chance. Donc, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui peut vous aider, même vos parents, franchement, même vos frères, vos sœurs, pour faire juste des sujets à la chaîne, et comme ça, en fait, c'est tout le temps vous qui faites les sujets. On apprend un peu mieux quand même en faisant qu'en les corrigeant, je trouve. Donc, c'est un peu plus réaliste. Ça fait perdre un peu moins de temps. Donc, si vous avez ça, faites-le. Et du coup, tous les soirs, après la journée à la fac ou de stage, ou après avoir révisé en duo avec d'autres personnes, bah, je faisais ça. Et ça, c'était vraiment bon plan.
Et sinon, la place pour la théorie, revoir les collèges et tout, je pense que les collèges, ils se réouvrent vraiment pas pour les Écosses. Vraiment, je pense que c'est une perte de temps. Vous pouvez relire vos fiches quand vous galérez sur un sujet d'Écosse ou à la sortie, vous ne saviez plus, ou revoir vos fiches un peu le soir, chill, mais passer juste du temps à faire des Écosses à la chaîne, ça va venir tout seul, la logique des Écosses après. Et j'ai une question qu'on m'a pas mal posée, voilà, en privé, disons. Est-ce que du coup, ils sont bien anonymisés, du coup, les Écosses? Est-ce que vous étiez bien mélangés aussi avec les étudiants de France, ou est-ce qu'ils vous ont mis un peu à part en termes d'horaire? Voilà, comment ça s'est passé? Bah, je pense que c'est fac dépendant, mais c'était bien, bien anonyme, hein, il n'y a pas eu de souci. Ça s'est plutôt bien passé. On a eu des stations sympas avec des mannequins, des petits touchés recto, des petits trucs marrants à faire, une petite réanimation. C'était fun. Après, pour gérer son stress, c'était juste long d'attendre. Pour le coup, c'est vraiment très très long. Ouais. Mais c'est vraiment super super cool. Il y a, c'est les gens qui sont à l'oral qui peuvent être vraiment stressés. Mais les profs, faut juste faire abstraction des profs qui corrigent là, parce que vraiment ils peuvent être très stressants. Il faut pas les regarder parce qu'ils font des têtes parfois. C'est vraiment terrible. Je sais que dans certaines facs, il y a des problèmes d'un peu de confidentialité où il y avait des doubles stations dans la même pièce. T'entendais un petit peu. Moi, je sais qu'on on pouvait un peu entendre par la porte, discuter après les stations quand ça passe, quand il y a la petite minute entre les 2 minutes. Et ça, c'est un petit peu déroutant parce que du coup, tu les entends critiquer, t'entends pas vraiment, mais tu sais que c'est pas bien passé pour la personne d'avant et tout, donc c'est un petit peu stressant. Moi, j'ai vraiment aimé prendre les faire en entraînement et tout. Le vrai jour, c'est quand même bien stressant. Mais ça serait bien passé. Logique en même temps. C'est un oral, tu es devant des médecins et tout qui t'attendent juste pour te noter dans des cases si tu as dit ou pas ce mot-là. Donc forcément, c'est quand même un exercice. On a des automatismes qui apparaissent vraiment sur des questions qui reviennent en permanence. C'est des questions récurrentes qui dans toutes les stations, qui au final, je pense, le jour J, peuvent être oubliées parce qu'il n'y a pas de. Il y a le stress et tout, mais c'est pour ça qu'il faut les apprendre en automatique, certaines questions, certaines réponses. Et, mais après, je suis pas sûr qu'elle soit valorisée dans toutes les stations. Vraiment, vraiment pas. Mais de toute façon, là, après, une fois qu'on commence nos stages, je pense que Divi, qui a fait 2 mois de FFI cet été, il pourra confirmer aux urgences. Mais en fait, c'est un enchaînement d'écosses, en fait. Les urgences, les consultations de Medjay, c'est juste des écosses, ça un peu plus longues, donc pas de 8 minutes, mais de genre de 20 minutes. Et c'est des écosses à la chaîne, quoi. Ouais, pour les consultations, ouais, médecine J, en plus c'est 15 minutes, donc c'est vraiment ça. Et vraiment cibler le propos. Et faut pas partir dans tous les sens, faut avoir une idée en tête, la garder. En général, c'est la meilleure. C'est la meilleure. La première réponse qu'on a en tête, c'est celle-là. Faut jamais douter. Et du coup, niveau notes, niveau classement, qu'est-ce que vous avez obtenu à la fin du coup des Écosses? Ah oui, c'est vrai que. Ah non, moi, du coup, après les rattrapages, le premier rattrapage, j'étais 7800 sur 8100 et j'ai fini 7440, comme j'ai dit tout à l'heure. Et parce que j'ai quand même eu 14 aux Écosses. Donc c'était plutôt le ventre mou des Écosses, c'était après les notes médianes. Et après, ça montait très haut, mais et ça descendait aussi assez bas. Ça allait entre. La médiane, je crois que c'était entre 13 et 16, un truc comme ça, 13 et 15. Ouais, ça devait être 13,5, un truc comme ça, 13,5, 14, je pense, vraiment la médiane. J'étais dans les derniers pourcents pour l'écrit, et par contre pour l'oral, j'étais dans le ventre, dans le milieu, mais c'était pas suffisant pour remonter parce que ça remonte, mais pas. C'est faux de dire qu'on peut remonter 1000 places si on est à la fin, quoi. C'est vraiment si on est dans le ventre mou qu'on peut gagner des places avec les Écosses. C'est pas du tout à la fin qu'on peut réussir. Ouais, c'est quand on est sur la courbe de Gauss, quand là où tout le monde est stack à 4, dans les 4000 du milieu, là, vraiment, il y a tout le monde là, à quelques points aux Écosses, ça peut faire beaucoup monter. Du coup, moi, pareil, j'ai eu 14,5, je crois, quelque chose comme ça. Et je suis passé du coup de 6500 à entre 5500 et 6250 pour mes classements. Du coup, vu que maintenant on a 13, non, 12, bon, je sais plus combien de classements. Donc du coup, en fait, on a plein de classements différents. Et pareil, mon pire c'était Medjay, mais j'ai quand même choisi ça parce que c'est la meilleure spé. Hein. Eh ben, super. Alors maintenant, on va parler plutôt de la dimension psychologique. Donc voilà, on sait que c'est un marathon. Et du coup, sur les 3 ans, qu'est-ce qui vous a fait tenir, selon vous? Enfin, plutôt les 2 ans pour vous. Mais bon, avec une 6e année où on a un peu des deux, disons.
Ah, clairement, péter des câbles, hein, vraiment. Genre, il y a des soirs à 14h, je pétais des câbles. J'ai surtout pété des câbles l'été, avant le concours. Heureusement, j'étais très soutenu par ma famille et d'être travaillé en binôme, ça m'a vraiment joué. J'avais aussi mes potes qui étaient super présents. Je pouvais aller, par exemple, aller voir mes collègues pendant 1 heure et revenir derrière. Ils ont quand même été vachement présents. Ma famille élargie aussi, qui était très présent. Et même apprendre à Cluj, c'était avec les potes en stage. Ça faisait du bien. Moi, j'étais dans le même groupe avec JV. Et du coup, on savait, donc, quand on vivait tous les deux, on soutenait pendant les stages et on s'investissait bien, on rigolait bien, et une bonne ambiance quand même. Mais les gens annexes autour qui sont pas forcément dans le concours comprennent pas toujours. Ils savent que c'est dur, mais ils comprennent pas forcément dans quel état on se met. Donc c'est pas. Parfois il y a un petit décalage. Ouais, TV, je crois, a bien dit, ouais, il y a un petit décalage entre ceux qui bossent les EDN et ceux non, et parfois il y a des petites incompréhensions sur voilà, pourquoi est-ce qu'on connaît ça, pourquoi est-ce qu'on travaille ça, et pourquoi est-ce qu'on est chiant pour essayer d'esquiver ça et tout, mais ça finit par se régler, il faut faire ça dans la bonne humeur. Mais en vrai, en termes de mental, je pense qu'il faut essayer de prendre un peu du plaisir à travailler. Enfin, ouais, c'est hyper dur à dire, mais il faut essayer de réviser en mode, ok, bah, si j'ai un patient qui a ça, qu'est-ce que je vais faire? Essayer d'un peu visualiser, se dire, je sais qu'il y en a qui aiment bien se dire en mode, ok, si quelqu'un dans ma famille a cette pathologie, il faut que je sache la traiter et tout, et du coup, ils se motivent comme ça. Mais je pense qu'il faut s'écouter soi en mode. Mais en même temps, un peu se faire violence. Il faut un mix des deux. Il faut s'écouter, mais en même temps, pas trop, et se forcer un peu à bosser. S'écouter quand vraiment ça va plus, prendre son temps. Voilà, franchement, la médecine, c'est vraiment pas la vie. Je pense que on voit Divi qui est au bar, mais c'est ça la vie en fait. C'est ça qui est bien. C'est C'est une fois qu'on a bien incroyable la travaillé, vie. on peut profiter quoi. Donc travaillez bien et puis ça va bien se passer, travailler à votre rythme, essayer voilà, de travailler sans vous rendre malade, juste travailler pour progresser, pour essayer de devenir un bon médecin, pour essayer de bien gérer vos patients plus tard, pour essayer de ne pas avoir l'air con quand vous allez rentrer en France ou dans n'importe quel autre pays. Et puis avec cette mentalité, je pense que vous arriverez à travailler, même s'il y aura des moments difficiles, vous arriverez à les surmonter en gardant ça en tête. Moi je sais que pour rebondir sur le fait que c'est un peu dur, qu'on a l'impression aussi d'avoir un décalage avec la France, vous allez forcément vous comparer avec les Français. Pour le coup, je suis pas le meilleur, mais je suis pas non plus le plus nul. Je suis pas et aussi, faut se dire que les Français ils ont un système qui est vraiment fait autour du concours, et nous on doit se dépatouiller avec ça. Et c'est vraiment, il y a vraiment pas de décalage derrière. Moi je l'ai pas trouvé. On m'a jamais engueulé sur mes prises en charge. On m'a plutôt félicité de mon implication, donc c'était quand même assez valorisant. Ouais, ça, Dimi, il a raison. C'est vrai en vrai, même, je sais pas si vous faites vos stages d'externat en France ou pas, mais en vrai, y a pas vraiment de décalage, hein. Le niveau, il est assez similaire. C'est juste qu'ils savent un peu mieux cocher les QCM parce qu'ils ont plus l'habitude, mais en stage ou quand vous serez interne, il y aura pas vraiment de décalage, donc vous n'avez pas à vous en faire pour ça. Et en même temps, c'est bien qu'il y ait cette notion un peu de 14 sur 20, etc., parce que tout le monde est chaud, en fait. Genre, avoir réussi ce concours, maintenant, les gens sont trop forts, quoi. Avoir 14 sur 20, c'est vraiment chaud, donc c'est ça qui est bien aussi. Et du coup, dans votre promo, est-ce que tout le monde est allé jusqu'au bout? Est-ce que ceux qui ont démarré à travailler du coup à l'EDN, est-ce qu'ils sont allés au bout? Est-ce que vous, de votre côté aussi, vous aviez un plan B? Voilà, comment vous avez vécu aussi de votre côté peut-être cette peur de l'échec? En fait, moi j'avais mon objectif, c'était de médecin. J'ai un peu divagué en me pensant peut-être à neuro-infectio, mais c'était pas du tout de mon niveau. Je suis désolé. C'est bon, il n'y a plus besoin de copier. Et c'était vraiment mon objectif, c'était rentrer en Bretagne, avoir médecine G. Alors j'ai eu tout mon choix, mais je suis quand même mal classé dans ma promotion, donc du coup c'est un petit peu galère d'avoir tous les stages que je veux. Mais derrière vraiment c'est cet objectif-là, mais du coup j'avais quand même en plan B la Suisse. Pour si je voulais me décider à vouloir faire une spé, j'avais commencé à faire des lettres de motivation, je ne me suis pas trop impliqué. Mais et oui, et juste pour Cluj, on était une trentaine à avoir passé, une vingtaine, 30, 25 je crois. Et on est 11 à Ouais. avoir réussi sur le total. Je crois qu'on était 5 au rattrapage et 6 à l'avoir eu en direct, quelque chose comme ça. On n'était vraiment pas beaucoup à le faire. Et sur les 20 ou les 25 qui ont loupé, il y en a qui ont été à la gagne, ils s'en fichaient. Ils ont été tentés. D'autres voulaient vraiment, ils l'ont pas eu, mais ils avaient bossé aussi. Mais certains ont été, ceux qui ont pas tous validé, ils ont aussi été aussi pas forcément avec une préparation optimale.
ils disent eux-mêmes, et c'est pas forcément. Ils ont voulu tenter, voir si ça passait, ça passe pas. Ils avaient leur projet à côté. Moi, en plan B, j'avais la Suisse. Et en plan C, j'avais la Roumanie. Et en D, j'avais l'Allemagne. Mais c'est chill, hein. C'est vraiment. L'Allemagne, j'y suis pas allé jusqu'à me dire je vais apprendre l'allemand. Terrible. Ah oui, Attends, et pour ceux qui, juste pour l'Allemagne, pour le coup, c'est vraiment c'est la même chose que pour pour les EDN. Pour le coup, il faut bosser à partir de la 4e année pour vouloir vraiment y aller. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut s'y mettre. Il faut bosser en parallèle ces cours et faire comme on prépare un concours, mais en fait, on apprend une langue. C'est le même principe pour la majorité qui sont partis en Allemagne. Ils ont autant bossé que nous, mais pas, ils ont juste bossé l'allemand. Ouais, c'est ça, t'as raison. Moi, j'avais pas du tout de plan B. J'avais dit que la France et voilà. Après, je me suis dit, si vraiment j'échoue, j'irai en Suisse, mais que vraiment que le plan France, rentrer à Paris, c'était mon but, avoir Paris en urgence ou en Medj et choisir une des deux à la fin, et voilà. Et je voudrais juste rajouter un truc. L'espoir fait vivre, mais il faut pas se leurrer. On n'a pas des, on n'a pas, on n'est pas, les gens de plus ne feront pas des top 1000. Il y aura peut-être un ou deux qui feront des très bons classements, mais on reste dans la deuxième partie. On n'est pas formé de la même manière. On sait moins bien coucher des cases. On est plutôt aussi performant au niveau du travail derrière. Surtout si on bosse les EDN, on arrive à avoir même niveau que les Français, c'est vraiment pas un souci. Mais il faut pas se leurrer si on veut une spec qui veut. La France, c'est compliqué. Je préfère pas doucher il y a quasiment personne qui ont fait des très bons classements, même avant la réforme à Cluj. Il ne faut pas se leurrer. On met G, gériatrie, urgence, les spé de fin et psychiatrie. Si vous voulez faire psychiatre, revenez. Vous aurez la place partout. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai. Mais oui, c'est compliqué d'atteindre la première moitié du classement. Viser la moitié, ça peut être atteignable en bossant vraiment dur, mais la première moitié pour essayer d'aller chercher des spé cardio, anesthésia, etc., c'est très 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 compliqué, quoi. Autant viser un plan B direct. Et voilà, si vous voulez, vous pouvez bosser à fond pour essayer de l'avoir. Et puis au moins vous aurez tenté votre chance, mais gardez un plan B sous le coude au cas où, histoire de ne pas perdre les pieds au moment où ça arrivera. Et après, il y aura juste un peu plus de recul parce qu'avec la nouvelle promotion, voir là ceux qui ont eu cette année, je ne sais pas du tout les classements qu'il y a eu, mais il faudrait plutôt faire une démarche près des 6e année, leur demander de faire des stats. C'est ça, ouais. Il y aura un échantillon plus significatif que nous avec nos 11 pauvres personnes où on va du coup de 5500 à jusqu'à vers la fin du classement. Ça, c'était notre échantillon. Mais voilà, on a eu une année quand même un peu difficile, des problèmes administratifs. Jusqu'à un mois avant le concours, on ne savait pas si on pouvait passer. La réforme qui nous tombe dessus, bon, c'était un peu compliqué, mais on a fait du mieux qu'on pouvait. Et je pense qu'aucun de nous regrette et on est tous trop contents d'avoir fait ce qu'on a fait. Et on ferait exactement pareil si c'était à refaire. Moi, j'ai bossé comme un chien, vraiment. Genre, je me suis jamais autant donné de ma vie. J'ai eu des petites déceptions quand même pendant le classement. Je m'en veux un petit peu parce que c'est vraiment la fin du fin. Je me suis permis de juger des personnes qui avaient eu des classements similaires les années précédentes en me disant il est nul. Et en fait, quand tu es dedans, en fait, tu te rends compte que c'est super chaud. Et c'est quand même, ça reste bien d'être dans les derniers des meilleurs. C'est quand même. Faut se dire ça. Il y a un petit sentiment d'infériorité. On le garde, mais ça passe, on avance et c'est juste que j'aurais pas pu bosser plus. Je me dis ça, c'est que vraiment mentalement j'aurais pas pu, je suis pas une bête de concours et je me satisfais très bien de ce que j'ai eu au final. Et t'as bien fait. Je pense qu'on a bien fait de faire comme ça. Il n'y a pas à regretter, on a travaillé dur pour avoir 14 sur 20, pour ensuite valider les rattrapages pour ceux qui y étaient. Et puis voilà, ensuite tout est bien qui finit bien, quoi. Et puis on est fiers de notre travail, je pense que. Et je sais pas s'il y a des 6e années qui sont au rattrapage aussi sur le live, mais je sais pas, quelque chose de pénible. Moi j'ai clairement été en mode je m'en fous, je révise quand même à fond, je me mets dans toutes les bonnes conditions. Je vais en déstress, je pensais pas l'avoir et c'est validé très facilement. Donc j'étais quand même très heureux. Une question que j'ai oublié de vous poser juste avant, c'était au niveau des points parcours. Du coup, comment vous les avez fait pour les saturer à 60? C'est vrai que c'est compliqué parce qu'on n'a pas forcément accès au master comme en France. Donc voilà, comment vous avez fait? Les stages français. Certaines facs, il faut vraiment pousser les facs. Normalement, c'est décomptabilisé. Vous dites qu'il y a plein de facs qui valident. Et s'ils râlent dessus, il faut aller chercher les points de part. Et n'hésitez pas à aller vérifier vos points de parcours parce que s'il y a des soucis, en août, c'est trop tard.
Une petite, Hashtag Lulu. Faut surtout pas oublier de faire ça. Et les points de parcours, moi j'ai été au final on m'a validé à 90 sur 60 parce que j'avais travaillé tous mes stages en France. Et j'avais tous les points. Ouais, le certificat roumain sert à rien, il a aucune valeur légale. Faudrait pas le faire à la fac si vous demandez un certificat, et même ils ont pas accepté en France. Ouais, moi, j'ai pas eu de retour sur mes points de parcours. Je sais que j'ai saturé direct, mais je sais pas lesquels ont été validés ou pas. Je sais que mes stages ont été validés, le fait que j'ai travaillé en première année ont été validés aussi. En fait, c'est très fac dépendant. Je sais pas, je pense que ça va s'améliorer, ça va devenir peut-être un peu plus strict les prochaines années. Mais dans tous les cas, vous pouvez normalement faire passer vos stages que vous avez fait en France en stage international ou stage hors subdivision. Ça rapporte genre 20 points par stage. Du coup, ça sature hyper vite les 60 points. Et sinon, vous pouvez aller essayer d'aller gratter votre nom dans une thèse si vous aidez à faire les stats, si vous êtes motivé. Vous pouvez essayer d'aller gratter un niveau B2, C1 en anglais si vous êtes chaud ou d'autres trucs comme ça qui rapportent un peu des points partout. Mais il faut vraiment essayer de saturer. Sinon, c'est un peu dommage de perdre des points bêtement quand on sature pas alors que tout le monde arrive à saturer assez facilement en France. Et normalement, si vous poussez un peu, vous renseignez un peu, vous allez réussir à saturer assez vite. Ok. Donc du coup, maintenant, des questions un peu plus spécifiques sur tout ce qui va être inscription, voilà, pour l'EDN. Donc, comment ça s'est passé, quand vous vous êtes inscrit, et voilà, les villes potentiellement où vous avez pu le passer, voilà, les choix qui étaient possibles. Je te laisse dire, j'y vais, et après moi je rajoute si j'ai le truc, mais ça n'a rien de faire en doublon, quoi. Ouais, bah alors l'inscription, il me semble, c'était au printemps de l'année des EDN, donc printemps 2023. On devait s'inscrire auprès du CNG. Il y avait une plateforme dédiée pour les candidats étrangers où on devait mettre nos papiers, notre attestation comme quoi on était bien en 5e année, notre carte d'identité, les papiers, diplôme du bac, je crois, ou je ne sais plus quel autre diplôme il demandait. Non, pas diplôme du bac, je crois. C'était pas trop difficile pour s'inscrire. Et une fois qu'on était validé, ensuite on était affecté à une ville. On avait classé les villes par ordre de choix en mode ok, je préférais être là, mais au final, on n'a pas vraiment le mot. Parfois, ça peut changer. Moi, j'étais affecté à Paris, donc ça m'arrangeait bien. Et puis, du jour au lendemain, je me suis retrouvé affecté à Nice. Donc, ça a changé, pas de chance, mais c'est pas grave, c'est la vie. Et voilà, donc il faut essayer de viser un peu les facs stratégiques qui sont gentils. Je pense que Rouen, du coup, est sympa. Je pense que Nice est gentil. Je pense qu'il faut éviter à tout prix la fac de Nancy, où pour les points de parcours, c'était une galère. Le reste, je crois que ça s'est bien passé, mais les points de parcours, c'était vraiment une galère pour eux. Donc éviter d'être affecté à Nancy. Après, je pense que même si vous êtes affecté là-bas, c'est pas la fin du monde, hein, vous en faites pas, mais il faudra juste être un peu plus sérieux sur les points de parcours pour essayer de les faire valider. Voilà, et ensuite on est affecté, du coup, je ne me rappelle plus exactement des deadlines, je pense qu'il faut plutôt demander aux 6e année actuelles qui viennent de faire les inscriptions il y a quelques mois. Mais ensuite. On avait notre réponse de fac mi-juillet. On avait notre réponse et Ouais, on avait un seul choix et c'était tout. Et après, si c'était pas validé. Après cette année, ils ont ouvert plus de villes. Je sais que Nantes a été rajouté. Il y a plein de villes qui ont accepté finalement cette année. Nous, il y avait très peu de facs qui nous acceptaient. Ouais, il y avait que 4 facs, non 4, ouais, je crois 4 facs qui acceptaient les étudiants étrangers sur l'année, mais en même temps, on n'était pas beaucoup à candidater notre année, je pense que c'était un peu exceptionnel. Et du coup, niveau résultat, quand était-il au niveau des écrits et au niveau des écosses? Alors, je crois que notre année, pour les écrits, pour les EDN, il y avait eu des problèmes pour avoir les résultats. Ils les avaient annoncés à une date et finalement, ils nous ont sorti la semaine d'avant pendant quelques heures. Ensuite, ça a redisparu. Ensuite, le site, il a bugué. Finalement, le lendemain, ils ont sorti les résultats. Je pense qu'il faut juste suivre ce que dit la NEM. Je pense que ça descend, mais ça doit être 3 semaines après, quelque chose comme ça en moyenne. Il me semble que cette année, c'était 3 semaines après. Et ensuite, il faut juste jouer avec le petit carré bleu. C'est l'actualisation en fait du site là où tous les Français du coup spam F5 pour essayer de voir leur classement et du coup ça bug pendant plusieurs heures et ça c'est pour les résultats des EDN et les Écosses c'était exactement pareil, même site quelques semaines après les Écosses avec les résultats et les détails des points de parcours. Les résultats c'était début juillet. Début juillet avec Écosse, plus de points de parcours, donc le classement final, donc nos 13 spécialités, nos 13 classements, c'était comme ça. Ok. Et du coup, vous avez choisi Medjay. Donc, pourquoi Medjay? Est-ce que vous aviez aussi peut-être une autre idée de spé que vous n'aviez pas eu ou des hésitations peut-être entre plusieurs spé?
Alors, moi, j'ai hésité très longuement du coup à m'orienter en Suisse quand même parce que j'avais, comme j'ai dit, infectio et neuro qui me traitaient dans la tête. Et en dernière année, c'était surtout l'infectio qui m'a bien trotté dans la tête. Mais je suis resté sur mon choix de base qui voulait médecine générale. En plus, il était accessible où je voulais en France. J'avais aucune des deux autres spé. Et neuro, j'avais abandonné l'idée parce que finalement, je voulais plus. Et je suis très content de ne pas avoir choisi ni infectio et ni neuro. Et même si j'ai envie de refaire de la neurologie, au final, c'est très facile. Même On prend Medley. mais oui, on en fait partout. Et surtout, en fait, c'est très accessible dans les périphéries de faire des stages là-bas et de se faire bien voir par les chefs et finir neurologue alors qu'on est médecin généraliste. C'est vraiment pas un souci. Il y a les FSP, les droits au remords élargis. S'il y a vraiment des SP comme ça qui vous surpassent et que vous dites que vous avez vraiment envie de rentrer en France, vous n'avez pas envie d'être dans un choix alterne que la France, Pas possible. Ça sera possible. Franchement, motivé. Là, par exemple, à Brest, il y a eu une fille qui est ORL, mais qui te fout au fond du classement. Mais en fait, elle avait tous ses stages en ORL, on a fait 3. Elle a validé, et là, elle a fait 1 an de MedG. Et à la fin de l'année, ils lui ont validé quand même ses 2 stages de première année de MedG pour faire ORL, parce qu'il y a un droit au mort élargi. Il y avait 2 personnes à candidater, la personne était mieux classée qu'elle, mais ils ont réussi à la faire passer en priorité parce qu'ils savaient son implication et sa motivation. Donc vraiment, rien n'est perdu. On peut quand même faire un internat comme... même après l'internat, la FSP que vous choisissez, ça ne va pas être définitif forcément. Il y a les FSP si on reste dans du médical ou du chirurgical. Et j'ai à nouveau 1% de batterie, donc ça va se recouper. Ciao. Ouais. Du coup, pareil, j'ai choisi la Medg. J'ai beaucoup hésité avec Urgence parce que je kiffais beaucoup le SAMU, le SMUR et tout. C'était un peu un monde qui m'attirait de partir sur les routes et tout, faire un peu de la médecine de catastrophe, de l'hélico en montagne, des trucs un peu sympas. Mais après, j'ai parlé beaucoup avec des urgentistes et genre ils avaient 40 ans et ils étaient là en mode j'en ai marre, j'en ai marre, je vais changer, je vais faire autre chose parce qu'il y a trop de flux, c'est trop la galère en France. Donc ça m'a un peu déchauffé et que j'étais soit à la fin du classement à Paris parce que ça s'est arrêté hyper tôt les urgences cette année, les gens kiffent trop ça en ce moment et je voulais pas autre chose que Paris donc j'ai décidé de partir vers Medjay et j'hésitais entre les deux. La Medjay, c'est hyper polyvalent. Je ferai sûrement 1 ou 2 journées aux urgences en gros dans la semaine avec mon cabinet libéral. Je pense que je ferai une activité un peu mixte, histoire de faire un peu tout ce que je veux. Je vais faire sûrement aussi de la médecine du sport. Enfin voilà, j'ai plein de projets trop cool et en fait la Medjay c'est trop bien juste pour ça. C'est pour ça que j'ai choisi ça, c'est pour faire ce que tu veux en fait. Mais tu peux clairement tu peux te spécialiser à faire que de l'échographie et faire de l'échographie en permanence et alors que tu es Exactement. être Radiologue, échographiste, en étant Medjay, il n'y a aucun souci. Enfin, en fait, tout n'est aucun souci en étant Medjay. Ça a tendance à diminuer au fur et à mesure des années. Ils essayent de cloisonner un peu plus, mais ils n'arrivent pas parce qu'il n'y a pas assez de temps. Voilà, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas, donc ça durera encore 20-30 ans, je pense, minimum comme ça. Mais d'ici là, vous serez tous bien installés, vous serez tous bien lotis. Vous pouvez faire ce que vous voulez quand même. C'est vraiment pas un souci. Et niveau ville, comment vous avez choisi? C'était plutôt pour la qualité formatrice des stages ou peut-être pour vous rapprocher de votre famille? Du coup, Divi, lui, il a choisi la Bretagne parce qu'il est breton, il adore les crêpes. Et moi, j'ai choisi Paris parce que j'aime bien le métro et les bouchons. Non, et plus sérieusement, en vrai, j'ai choisi ça pour être proche de ma famille. Je pense qu'on a tous choisi un peu des endroits proches. On a quand même deux personnes qui sont parties aux Antilles, en Guadeloupe et Martinique, qui passent leur meilleure vie là-bas dans les hôpitaux. Ils envoient des birils, t'as l'impression qu'ils sont en vacances toute l'année. Mais ça donne envie. Et je crois qu'ils ont goûté la vie d'expat à Cluj et ils ont voulu recommencer. Donc ils ont pas d'attache là-bas, mais ils sont partis là-bas. Ça a l'air sympa. Et pour le choix des villes, voilà, c'est une question d'organisation, de classement quand même aussi dans les promos, parce qu'il faut faire attention à pas trop être en fin de promo. Donc il y a des villes qui partent en premier, genre Bordeaux, Nice, etc. C'est des villes qui partent quand même bien haut. Donc parfois, soit on n'y a pas accès, soit on est mal classé dedans. Donc il faut réfléchir un peu stratégiquement, mais vous aurez tout le temps de vous poser ces questions-là une fois que vous aurez réussi avec brio l'EDN et vous allez pouvoir choisir et regarder un peu est-ce que c'est plus stratégique d'être moitié de la promo là-bas ou fin de la promo ici. Voilà, ça c'est juste pour les choix des stages et globalement pas être trop souvent en périphérie et pas avoir besoin de faire 1 heure de route tous les matins, mais le reste c'est pas grand chose, surtout quand on vient de Cluj. Je pense que c'est un peu la dernière de nos priorités. On est déjà
très content d'être rentré en France. C'est ça le principal pour nous. Et dernière question, du coup, pour moi, une dernière grosse question. Du coup, après, voilà, une fois que tu es arrivé dans les services, est-ce que tu as senti des préjugés sur toi? Est-ce que peut-être voilà, tu as senti des lacunes sur les gestions de papier ou gestion des patients? Comment Non, tu as en fait, le truc, c'est que déjà dans les hôpitaux français, la moitié des médecins en région parisienne sont étrangers. La moitié des médecins sont des FFI de partout, que ce soit d'Europe de l'Est, enfin plutôt quand même de l'Afrique, Afrique du Nord, Afrique centrale. Il y a vraiment énormément de médecins qui sont très compétents, qui travaillent à l'hôpital depuis plusieurs années, qui ont beaucoup d'expérience, qui sont vraiment forts. Donc des préjugés parce que tu viens de Roumanie et que tu as fait tes études, vraiment, en tout cas là, j'ai pas l'impression. Après, je suis pas dans le plus grand hôpital parisien, mais c'est déjà quand même un gros centre et franchement, pas du tout. Et j'ai pas honte de le dire. Tous mes co-internes savent que je viens de Roumanie. Enfin, ça pose de soucis à personne. Justement, ça les intéresse. Ils sont contents de voir un peu comment j'ai fait, comment je me suis débrouillé. Voilà, en termes de lacunes, je dirais quand même que les noms des médicaments, parfois un peu les trucs de marque et tout, un peu éclataxe, parce qu'en Roumanie, c'est pas les mêmes noms. Plus, on a appris que des DCI tout le temps, mais voilà, c'est juste ce petit truc qui est un petit peu sur l'administratif, tout ça. Mais je pense on a tous appris comment gérer un dossier, comment prescrire et tout ça. Ça pose pas trop de soucis. Et de toute façon, en fait, en étant interne, on est étudiant, hein, donc dès qu'on a un souci, dès qu'on ne sait pas faire quelque chose, on demande de l'aide. Et si les chefs sont à peu près civilisés, normalement, il y a pas de souci, ils vont t'aider sans problème. Eh ben, c'est super. Maintenant, on va passer à une question sur le live. Donc, j'en vois que déjà, on a répondu. Donc, je vais pas Ouais, les faire défiler. Mais voilà, d'accord. une petite question sympathique. Je vois, à partir de quelle année vous préconisez de commencer les collèges? Borto, Ouais, t'en Matteo. avais un peu parlé, ouais. Du coup, à partir de quelle année? Je pense qu'il faut commencer doucement à partir de la troisième année. Faut voilà, regarder les collèges, comprendre les choses. Je dirais qu'il faut vraiment un focus plus dès la deuxième année et la troisième année sur la sémiologie. Il y a des livres de sémio qui sont bien. Écoutez la sémiologie en Roumanie, elle est très bien aussi. Écoutez des vidéos sur YouTube, regardez la sémiologie, la compréhension de la physiopathe, que ce soit cardiaque, etc. En vrai, en Roumanie, pour le coup, il y a vraiment des bons cours, je trouve, de physiopathe. En vrai, ils sont bien quand même. Quand on a bien révisé la physiopathe en Roumanie, on arrive à comprendre comment ça marche. Donc, deuxième, troisième année, focussez-vous sur la physiopathe. Faites des collèges qui vous intéressent si vous avez envie, mais c'est peut-être un peu tôt. Mais quatrième année, bien commencer à bosser les collèges, plus quoi. Troisième, quatrième année, commencer à bosser les collèges, parce que vu que le concours est en fin de cinquième année, slash début de sixième, il y a une année de moins, quoi. Donc c'est plus comme avant où on pouvait commencer de chill en quatrième année. Maintenant, je pense fin de troisième année, faut ouvrir les collèges. Ouais, Euh, voilà. Tu avais voilà. répondu pour les classements. Ouais, votre Ah, t'as un classement petit... général, ouais, du coup, entre 5500 et 8000 pour tous les gens de Cluj. Mhm. T'as un petit coucou. Ouais, Pierre le boss. Et Et voilà. Marco qui dit FFI avant de commencer l'internat. Oui, alors moi non, parce que je voulais vraiment des vacances et je me sentais vraiment pas stressé par le fait de ne pas avoir ma place ou de ne pas savoir prendre les gens en charge. Genre vraiment, je pense que sans les Écosses, j'aurais certainement voulu faire un FFI pour, euh, pour être serein en fait et voilà, avoir un mois de plus de préparation à l'entrée dans l'internat. Mais avec les Écosses, franchement, j'étais vraiment serein sur mes prises en charge et tout. Et je pense que ça, c'est un des gros points forts des Écosses. Mais du coup, moi, j'ai pas fait de FFI. Mais par contre, Divi, lui, a fait 2 mois de FFI. Après, il a surtout fait ça pour la thune, parce qu'il avait besoin de sous. mais mais, euh, ouais, c'est pas mal de faire un FFI. Je conseille pas forcément de le faire, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Si vous avez plus en confiance de faire ça et que si vous avez besoin de sous, vous préparez un mois de plus à l'internat. Mais bon, l'internat, c'est long, ça dure 4 ans. Ils ont rajouté une année de docteur junior. Donc c'est entre 4 et 7 ans, ça dépend des SP. Mais voilà, quoi, il y a le temps de se former. Choisissez juste un hôpital pas trop mal pour commencer ou un chef bien, et puis il pourra vous former, quoi. Donc FFI plus ou moins, comme vous voulez. Bon, voilà, je vous laisse encore quelques petites secondes avant de clôturer le live si vous avez encore des questions. Je ne sais pas si tu as un petit mot pour la fin, en tout cas, de ton côté.
Non, bah, force aux gens de Cluj, hein, franchement, j'ai passé 6 belles années à Cluj, c'était très sympa. J'ai travaillé quand même avec du plaisir, les EDN, même si c'était pas forcément facile de travailler 10 heures par jour tous les jours, mais voilà, je regrette rien, je suis super content. La vie est belle, une fois qu'on est interne, c'est la vraie vie. Pour le coup, c'est vrai, on entendait ça souvent quand j'étais externe. Moi, ça me saoulait un peu d'entendre ça. En mode, ouais, c'est bon, il est interne, c'est la vraie vie, tu parles. Il galère quand même et tout, mais en fait, non, c'est vraiment chouette. T'as une vraie vie, genre comme si tu travaillais quoi, dans le monde réel. Surtout quand on est externe en médecine, on est un peu dans un univers parallèle, vu qu'on n'a pas de thunes, on n'a pas trop de temps et tout, mais là, voilà, c'est bien. Donc, si vous voulez rentrer en France, n'hésitez pas. Sincèrement, ce qui est bien avec la France, c'est que les soins sont gratuits pour la plupart. Du coup, on peut faire ce qu'on a envie en termes de médecine sans penser au côté financier, etc. Et ça, c'est vraiment une chance, même pour les patients et pour nous, très confortable. Et la formation est super. En vrai, ça reste une des meilleures formations d'Europe. Le fait de travailler en France, la formation en tant qu'interne est top. Donc, n'hésitez pas à travailler dur pour essayer de rentrer en France et avoir 14 sur 20. Et puis, une fois que vous aurez ça, travaillez bien les écosses pour avoir 10 sur 20. Mais si vous travaillez sérieusement et que vous gardez une discipline et pas une motivation, parce que la motivation, ça dure 2 semaines et la discipline, ça dure 2 ans. Donc, gardez ça en tête et puis ça va le faire sans souci, hein. Voilà. Eh ben, merci à toi d'avoir été présent. Merci aussi à Divi, même s'il est plus là. Ouais, Et en il a tout disparu, mais il vous embrasse tous. Et ben voilà. Et puis en tout cas, on vous retrouve demain pour ceux qui veulent voilà, quelques informations concernant la méthode voilà, de la R2C, voilà, comprendre la réforme. On a des petites annonces aussi à vous faire, donc n'hésitez pas à venir. Et voilà, je vous souhaite bonne soirée à tous et puis on se retrouve demain pour ceux qui seront là. Bonne soirée. Au Allez, ciao revoir. à tous, travaillez bien.